Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24 à Bruxelles. L'Europe s'interroge sur le contenu de ses assiettes. Depuis que l'on a fait passer de la viande de cheval pour du bœuf, que le feu vert a été donné pour que l'on nourrisse les poissons avec des farines de porc et de volaille. Et puis la politique agricole commune, elle aussi, est en cause ou remis plutôt en question. Faut-il favoriser la quantité ou la qualité? Nous poserons la question dans ces studios de la Commission européenne au commissaire chargé de l'agriculture, Dacian Cioloș. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes d'origine d'ailleurs roumaine. La Roumanie qui avait été un peu vite, même très très vite, mise en cause dans l'affaire de la viande de cheval, alors qu'en fait elle n'y était pas pour grand-chose, il faut bien dire. Quelles leçons vous tirez de ce scandale ? C'est une leçon que je tire de ce scandale comme de la discussion qu'on a eue il y a 2 ans quand notre État membre a été accusé très vite dans la crise de Escherichia coli dans le concombre. La leçon que j'en tire, et j'espère que tout le monde va l'en tirer, c'est qu'il ne faut pas se presser devant les caméras et jeter des accusations sans avoir des données. Parce que quand on parle de l'alimentation, on a tous on est consommateurs, on a aussi un côté émotionnel et on veut avoir et on doit avoir des précisions quand on jette de telles accusations. Et c'était le cas malheureusement cette fois-ci aussi. On a certains ont très vite sorti pour accuser une industrie d'un pays ou d'un autre sans avoir des données claires. D'ailleurs, vous insistez sur le fait qu'avec cette viande de cheval, il n'y a pas eu de problème sanitaire en tant que tel, plutôt des questions de cupidité, de soif d'argent, en quelque sorte. Oui, je le dis moi-même, le commissaire Tonio Borg, en charge de la santé et protection des consommateurs, l'avait dit aussi, ce n'était pas une question de sanitaire, ce n'était pas une crise, un risque sanitaire pour les consommateurs, c'était juste une question de tromperie, en fait, quand on a fait passer un autre type de viande pour la viande de bœuf. On avait précisément l'impression que Bruxelles garantissait parfaitement la traçabilité, en particulier dans le secteur de la viande, pour les consommateurs. Est-ce qu'il y a des failles dans le système ? Bruxelles met en place des règles qui doivent être respectées par les autorités nationales et par les autorités privées, par les États membres et par les opérateurs. Ce n'est pas Bruxelles qui fait le contrôle. Parce que l'Union européenne, ça veut dire 27 États membres. Et ces États membres ont l'autorité et la responsabilité, chacun dans l'espace national, pour assurer ce contrôle. Et donc, cette fois-ci aussi, je pense qu'on l'a prouvé, ce n'est pas le manque de règles qui était le problème, mais c'était la manière dont ces règles ont été respectées et les contrôles ont été réalisés. Donc, je continue à soutenir qu'on a de bonnes règles, mais ces règles doivent être respectées. On doit s'assurer que les règles soient respectées. Alors, on garde en mémoire, bien sûr, tous la crise de la vache folle avec des millions d'animaux abattus à travers toute l'Europe. Effectivement, ces vaches étaient nourries de farine animale et à partir du 1er juin, Bruxelles va autoriser les farines animales de restes de cochons et de volailles pour les poissons et peut-être même dans l'avenir pour les porcs et les volailles. C'est bon pour eux de manger ça ? Non, on ne parle pas de l'avenir parce qu'il n'y a aucune discussion, aucune décision en tout cas dans ce sens. Ce que la Commission a fait, mon collègue Tonio Borg en charge de justement la question de sûreté alimentaire, a fait ses propositions sur la base des études qui ont été réalisées pour démontrer qu'on n'utilise pas le cannibalisme. Parce que dans le cas de l'ESB, de la vache folle, là on a utilisé des farines qui provenaient des vaches pour nourrir les vaches. Il s'agit les poissons mangent du porc. Donc. Il s'agit de protéines. Mais en fait, ce n'est pas du porc qu'ils mangent. C'est quelque chose qui est transformé. Ce n'est plus de porc ce qui reste. Ce sont des protéines animales. Mais justement, vous aimez bien insister sur le contrat moral qui doit exister entre les agriculteurs et la société. Est-ce que ce contrat n'est pas rompu ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance qui se manifeste ? Non, et je souhaite souligner la responsabilité des agriculteurs et la responsabilité des autres acteurs sur la chaîne alimentaire. Il ne faut pas montrer des doigts toujours les agriculteurs quand on a ce type de problème, parce que des fois, les agriculteurs se plaignent aussi qu'ils sont mal payés dans la chaîne alimentaire, que la valeur ajoutée est mal distribuée, et voilà, les consommateurs se tournent vers eux. Moi, je l'ai toujours dit, allons vers des circuits courts, allons vers une proximité plus forte entre les consommateurs et les producteurs,
pour faire en sorte que ce contrat de confiance puisse être respecté par les deux parties de la chaîne, qui sont les producteurs agricoles et les consommateurs. Donc c'est pas là, c'est ce qu'on a eu dans cette situation de la viande de cheval et de bœuf. C'était pas la faute des agriculteurs. Et je le souligne, ce n'était pas la faute des agriculteurs. Les agriculteurs ont fait leur travail, ils ont vendu leurs marchandises. Après, il y en a d'autres sur la chaîne qui ont essayé de jouer avec ça. Alors, le 8 février dernier, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le futur budget 2014-2020 en allouant 373 milliards d'euros à la politique agricole commune. La France était évidemment très attachée à cette politique agricole, mais d'autres pays aussi. La Roumanie d'ailleurs également qui a beaucoup d'agriculture. Est-ce que c'est assez cette enveloppe pour garantir la continuité d'une agriculture européenne en bonne santé ? Moi, j'aurais préféré que la proposition de la Commission pour le budget de la PAC, qui était plus consistante, ce qui a été décidé, qu'elle soit acceptée. Bon, dans les conditions budgétaires actuelles, les chefs d'État des gouvernements ont décidé de revoir à la baisse la proposition de la Commission. Globalement, on peut conclure que pour la politique agricole commune, la réduction a été beaucoup moindre que la réduction moyenne du budget communautaire. Donc, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs avec ce budget, mais bien sûr, il faudra s'assurer maintenant, quand on va finaliser la réforme, que cet argent est clairement orienté vers vraiment les priorités. Et là, bien sûr, il y aura besoin d'une approche très claire de la part de ministres de l'Agriculture et du Parlement européen quand on va discuter de cette réforme. D'ailleurs, vous soulignez souvent que dans cette enveloppe, 100 milliards d'euros vont être conditionnés au respect des normes environnementales. Une agriculture plus verte, c'est ce que vous souhaitez. Enfin, 30% en tout cas de cette agriculture doit être plus verte. Mais est-ce qu'on n'oublie pas le bio, la petite agriculture? Est-ce que c'est bien proportionné? Non, c'est deux choses différentes. La bio, c'est un type d'étiquetage spécifique sur la base d'un cahier des charges spécifique sur un certain type de production. Pour ça, on a des règles très claires. Et il y a d'ailleurs un soutien dans la politique agricole commune pour l'agriculture bio, pour la conversion vers la bio. Il devrait être plus élevé encore? Là, les États membres ont un choix assez large d'utiliser l'enveloppe pour la partie développement rural, pour tous les investissements, pouvoir utiliser la partie qui leur semble la plus appropriée pour l'agriculture bio. Mais ce que je souhaitais avec cette réforme, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'agriculture européenne puisse être mise en évidence comme étant respectueuse aussi de la bonne gestion des ressources naturelles, de la fertilité du sol, de la biodiversité, de la qualité de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a proposé que 30% de paiements directs qui sont accordés au soutien des revenus des agriculteurs va pour encourager les agriculteurs à appliquer quelques mesures simples mais efficaces de bonne gestion de la fertilité du sol et de la biodiversité. Vous avez d'ailleurs lancé une grande consultation sur Internet pour savoir alors comment on devait étiqueter, à quel point, en particulier sur les OGM, parce que ça continue à inquiéter un certain nombre d'Européens d'avoir l'étiquette sans OGM. C'est important pour vous. Et puis, est-ce que la politique agricole commune va aider les producteurs d'OGM ? Non, ce n'est pas du tout ça notre objectif. Cette consultation a été lancée dans le cadre d'une révision de règlement européen sur l'agriculture bio, justement, qui détient un système de certification privée qui est très strict et très clair. Et là, on souhaite justement voir s'il n'y a pas besoin de renforcer ces règles, en tout cas les rendre plus claires pour les consommateurs, pour un type d'agriculture qui est certifié de manière spécifique, qui est donc l'agriculture bio. Et donc, l'agriculture bio est entre autres sans OGM aussi. Et donc, on souhaite clairement voir l'opinion des consommateurs vis-à-vis de ce type d'agriculture spécifique. Parce qu'il y a des interrogations sur qu'aide la politique agricole commune? Qui elle aide? Par exemple, on a parlé du prince de Monaco et de ses 773 hectares de terres propres d'ailleurs, de gros industriels aussi qu'elle aidait. Est-ce qu'on va faire le tri peut-être nom par nom dans une liste de personnes aidées qui parfois choquent? Non, ce n'est pas nom par nom, mais par contre par catégorie, oui. On a fait deux propositions dans ce sens. D'un côté, d'orienter le soutien de la politique agricole commune vers les agriculteurs actifs, et donc vers ceux qui vivent de manière dominante et principale de l'activité agricole. Et donc là, on va éliminer tous ceux qui
ont d'autres activités Le prince de principales Monaco, que... typiquement. Mais, écoutez, ça dépend. Si lui, il a une exploitation agricole et si cette exploitation agricole produit, ce n'est pas le prince de Monaco qui est subventionné, c'est l'exploitation agricole. Mais notamment, l'objectif, c'est que ce soutien s'oriente vers les agriculteurs actifs. Et deuxièmement, on a proposé aussi de limiter les aides pour les très grandes exploitations, parce que nous, on parle d'une aide, un soutien aux revenus des agriculteurs, et donc pour les très grandes sociétés agricoles, cela n'est pas justifié. Un mot toujours. pour conclure avec le Salon de l'agriculture en France. Est-ce que vous avez le sentiment que cette année 2013 sera une bonne année pour l'agriculture et pour les agriculteurs? Écoutez, c'est encore tôt de le dire qu'est-ce que la bonne nature va nous donner, mais en tout cas, en ce qui concerne la politique agricole commune, on essaye de faire en sorte que tous les instruments à disposition des agriculteurs, pour le soutien des agriculteurs, soient prêts pour les aider à ce que, de ce point de vue, du moins, de soutien public, soit une bonne année. Parce que si c'est une bonne année pour les agriculteurs, c'est une bonne année aussi pour les consommateurs et, comme vous l'avez dit, pour ceux qu'ils ont dans l'assiette. Merci à vous, monsieur le commissaire, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr en notre compagnie sur France 24 pour plus d'informations.